Bonjour, mesdames et messieurs. Le JDD du 7 septembre 2025 a le plaisir de recevoir sur ce plateau un homme d'une grande dimension, un intellectuel de très haut niveau, un écrivain, un poète, mais aussi un homme du monde, en la personne de Amadou Lamine Sall, que nous recevons aujourd'hui. Il est, selon certains, un bâtisseur de ponts culturels. Pour d'autres, c'est un poète qui agit. Pour beaucoup d'autres encore, c'est une voix forte dans le monde de l'écrit, dans le monde de l'intelligentsia. Nous allons passer en revue un peu quelques-unes de ses œuvres principales. Nous allons parler également de ses engagements, mais en même temps aussi de son héritage, parce qu'en fait aussi, Amadou Lamine Sall est un héritier de personnalités très fortes dans le pays. Il a illuminé les pages littéraires de beaucoup de journaux, mais de beaucoup d'ouvrages aussi. Ses productions interagissent justement avec ses adresses à divers publics du monde qu'il sillonne sans arrêt. Il fréquente les universités, il fréquente les centres culturels, il fréquente les hauts lieux de la culture, les hauts lieux d'élaboration de l'intelligence. Beaucoup le considèrent comme un apôtre justement de la belle prose. Moi-même, je suis d'avis. Son lyrisme bouleverse justement ses phrases, dites avec emphase. Même les tragédies tranquilles, Amadou Lamine Sall arrive justement à les aborder avec une puissance très soft. L'époque que nous vivons aujourd'hui, c'est une époque étouffante. Il nous dira comment sortir de cette époque étouffante. Dakar, sa ville, qu'il chérit au plus fort de son cœur, se fane aussi comme une ville, avec la pierre qui envahit l'espace. Amadou Lamine Sall est un observateur de la société sénégalaise, de la société africaine, de la société internationale, mais aussi de la société mondiale. Il nous dira un peu ses sentiments sur ce que fut l'élégance, le savoir-faire, ce que ça a été, le verbe, les goûts et même les plaisirs. Et certainement aussi la vulgarité et l'indiscipline qui traversent un peu notre époque. De tout ceci, on est tenté de dire à Amadou Lamine Sall si en vérité le vide ne règne pas en maître dans cette époque très trouble. Amadou Lamine Sall, bonjour. Bonjour. Vous êtes un pionnier du lyrisme poétique. Vous avez fréquenté très tôt le lycée Gaston Berger de Kaolack, où vous êtes né. Vous avez eu votre baccalauréat et ensuite vous avez fréquenté l'université de Dakar. Ici à Dakar également, je pense que vous ne vous êtes pas attardé. Assez vite, vous avez pris vos marques, mais assez vite aussi, vous vous êtes signalé et assez vite aussi, vous vous êtes singularisé. Vous êtes un homme bien introduit, jeune étudiant, vous vous frottiez aux grands esprits de l'époque, mais vous êtes finalement devenu un grand esprit. Sous ce rapport, qu'est-ce qui a marqué votre jeunesse quand vous arrivez à l'université nantie de votre baccalauréat depuis Kaolack? Merci Mamadou de cette invitation, mais qui me touche. Merci à mon pays, le Sénégal. Merci à tous les Sénégalais. Merci à ma maman, à mon papa, qui m'ont permis d'être aujourd'hui ce que je suis, avec humilité. Cette ville de Kaolack, que vous citez, m'a vu naître. Et je suis très heureux et très touché d'être l'enfant de Kaolack, d'être l'enfant du Sine Saloum. Je remercie la République, parce que je suis un enfant de la République. C'est grâce à la République que je suis devenu ce que je suis devenu. Mais c'est elle qui m'a permis d'aller à l'école et de découvrir l'alphabet. Mon père n'a pas eu cette chance. Ma mère n'a pas eu cette chance. Et mes deux parents m'ont donné cette chance. Et la République également m'a donné cette chance. Très bien. Vous êtes un homme très distingué, mais qui également ploie sous les distinctions à travers le monde. Beaucoup d'universités vous ont accordé justement des prix très prestigieux même. Dans certains cercles de réflexion aussi, vous êtes écouté parce que souvent vous êtes invité à venir tenir des conférences devant des audiences aussi très distinguées. Certaines de vos œuvres également principales ont été reconnues à travers le monde et même ont été traduites dans différentes langues. Je pense au mandarin. On y reviendra tout à l'heure parce que vous avez été aussi récipiendaire d'un prix récent en Chine. Mais vous êtes aussi traduit en néerlandais et dans d'autres langues que j'oublie, vous allez le préciser. Mais toutes ces distinctions et tout ce parcours
qui correspond également à la posture d'une modestie. Mais est-ce que vous arrivez à nous expliquer un peu comment vous combinez un peu cette aura avec une posture de modestie, M. Sall? Mais la modestie, c'est important. L'humilité, c'est important. La grandeur est dans l'humilité. Et je n'ai aucun mérite. Je le dis toujours, je n'ai aucun mérite. Je suis mon destin grâce aux prières de ma mère et grâce à ce que également mon pays m'a permis d'être. Ce que mon pays m'a permis d'être. Et les distinctions que je reçois à travers le monde, les hommages, les honneurs, n'ajoutent rien au petit mérite de l'enfant de Kaolack. Ce qui est important, c'est de choisir son chemin. Ce qui est important, c'est de vivre ses rêves. Ce qui est important, c'est prier et toujours prier pour que le monde soit un, pour que le Sénégal se rassemble, pour que nous soyons un seul pays, fort, puissant et unis dans la paix et la fraternité. Je suis heureux et je remercie Allah d'avoir fait de moi le petit poète que je suis et qui m'a permis d'aller visiter le monde, de découvrir le monde. Et quand on découvre le monde, quand on visite le monde, quand on a la chance de rencontrer de grandes personnalités, mais que Dieu a créées, on ne peut être comble. On ne peut être comble. C'est quelque chose de très émouvant de découvrir les grands livres, de découvrir les grands hommes et de savoir finalement que l'on n'est rien, que tout est dans l'apprentissage, que tout est dans l'enseignement. Et c'est pourquoi j'en appelle à mon pays très fortement pour que l'éducation soit une priorité. Nos enfants doivent apprendre l'alphabet. Nos enfants doivent aller à l'école. Et c'est fondamental. Notre système scolaire s'est effondré. Nous devons le relever. Et nous devons le relever très vite. Et ce sera peut-être dans 1 ou 3 générations que nous ferons peut-être ce que Senghor avait fait. Parce que nous ne devons jamais oublier, jamais, que ce n'est pas un astronaute, mais que ce n'est pas un ingénieur, mais des mines, mais que c'est un poète qui a fondé la République au Sénégal. Et c'est important. Et c'est ce poète qui, au-delà de la République, a fondé une nation. Le Sénégal est unique dans le monde. Il est presque unique en Afrique. Et nous le devons à un poète, mais c'est-à-dire à un penseur, c'est-à-dire à un professeur. Et c'est important. L'éducation doit primer. Mais sans l'éducation, nous sommes dans l'obscurantisme. Et quand on regarde ce pays aujourd'hui, mais ce pays que nous aimons tant, quand on le regarde, on a peur. Et pourquoi on a peur? Parce qu'il y a énormément de lampes qui s'allument, mais qui n'éclairent plus rien. Vous parlez du poète président Feu Léopold Sédar Senghor. Beaucoup de liens également vous unissent à lui. Vous unissez plutôt à lui. On va y revenir certainement, si vous le voulez bien. Mais pour rester un peu dans l'actualité, un autre président également qui fut à la tête de ce pays-là, vous avez été très proche de lui, en la personne du président Abdou Diouf, dont on fêtait récemment les 90 ans. Ramassez rapidement, qu'est-ce que ça vous a inspiré justement les 90 ans d'Abdou Diouf, et en même temps aussi, que représentait l'homme pour vous? Merci Mamadou. Abdou Diouf, c'est Abdou Diouf. Abdou Diouf, c'est véritablement du divin. Sa vie participe du divin. Quand on regarde sa trajectoire, on se dit que Dieu existe et que Dieu a ses préférés. C'est à 21 ans, Mamadou, que Abdou Diouf a rencontré pour la première fois Senghor. À 21 ans. À 21 ans, Oui, à Saint-Louis du Sénégal. C'est précoce, ça.
Et c'est sa tante, la tante d'Abdou Diouf, Oui. Tout en basse. Toutane Basse, Oui, qui l'a amené pour rencontrer Senghor, tout à fait. à Saint-Louis du Sénégal, où Senghor était de passage. Et Senghor a déposé Abdou Diouf, mais dans sa voiture, au retour, mais chez lui. Et il a demandé au jeune Abdou Diouf, mais qui avait 21 ans, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard de votre vie? Et Abdou Diouf lui a dit, je veux être administrateur civil. Et regardez donc ce destin. 21 ans, Abdou Diouf rencontre Senghor. Et vous connaissez la suite. La suite, tout à fait. Vous connaissez la suite. Et c'est donc un homme dont la trajectoire a été presque une trajectoire divine. Il y a 3 traits que j'ai distingués chez le président Diouf. Il y a l'humilité, il y a l'écoute et il y a l'autorité. Nous avons besoin d'autorité, mais dans ce pays. Oui, il faut des incarnations de l'autorité. Nous avons besoin d'autorité. Une république, c'est l'autorité. Un État, c'est l'autorité. Et qu'est-ce que c'est que l'autorité? C'est simplement la discipline, le respect, le patriotisme, le civisme, la liberté, mais en sachant que celle des autres aussi compte. Abdou Diouf a été un grand homme d'État et il le restera. Je n'ai pas besoin de parler beaucoup de lui parce que les Sénégalais le connaissent. Mais sa vision du monde et son comportement depuis qu'il a quitté le pouvoir montrent tout simplement que c'est un grand homme. Très bien. J'ai été très touché. Oui. J'ai été très touché et je suis très touché, mais d'ailleurs, par l'attention particulière, par l'attention singulière même que le président Diomaye porte à Abdou Diouf. Par la visite qu'il lui a rendue à Paris. Par les visites qu'il lui a rendues, non seulement à Paris, mais également ici à Dakar. J'ai entendu le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, dire combien il a été bouleversé quand il a rencontré le président Abdou Diouf à Dakar et ce qu'il a appris en sortant de là. N'est-ce pas? Il a dit, le président Diouf m'a appris à respecter la République, à respecter l'État. Très bien. Donc, mais cet homme, nous ne pouvons que prier pour lui. Très bien. Alors, avec votre permission, j'ai rétabli un petit pont avec également l'autre bâtisseur de la nation sénégalaise, le président Senghor, que vous avez connu aussi très jeune vous-même. De cette rencontre avec le président Senghor, et plus tard aussi, je vois que vous avez échangé par le biais justement de vos productions intellectuelles, Senghor a pu représenter quelque chose pour vous, et surtout que vous étiez un ami de son fils, et du coup, donc, vous bénéficiez de la chaleur paternelle à l'intérieur du palais ou peut-être bon, dans les différentes villas cossues qui étaient celles du président Senghor. Rappelez-nous un peu cet épisode et en quoi cela a forgé chez vous un autre mental, une autre vision justement du pays et du monde. Je voudrais très rapidement revenir sur le président Diouf et ce qui me lie particulièrement à lui. Senghor a fait 20 ans au pouvoir. Abdou Diouf en a fait 19. Abdou Diouf en a fait 19 et quelques mois. Et à quelques mois de son départ de la présidence de la République, avant l'installation du président Abdoulaye Wade, le président Diouf m'avait reçu. Et dans cette conversation, il m'avait demandé dans quelle ville j'étais né. Et je lui ai dit que j'étais né à Kaolack. C'est la première fonction, ça fait Kaolack. Et il m'a dit, mais Amadou, est-ce que vous vous rendez compte vraiment de mon émotion, parce que la ville de Kaolack a le signe Saloum compte pour moi. J'y ai été en gouverneur, j'avais à peine 25 ans. Ouais. Et je lui ai dit, mais Monsieur le Président, j'ai une surprise pour vous. Est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Dembel Sall? Le président Diouf m'a dit Dembel Sall. Il a répété le nom. Et il s'est dit, mais j'avais un chauffeur, mais qui s'appelait Dembel Sall.
Mais quand j'étais gouverneur de la région, mon chauffeur s'appelait Dembel Sall. Je lui ai dit, mais ce Dembel Sall-là, je suis son fils aîné. Moi, Amadou Lamine Sall. N'est-ce pas? Donc ça, Le président Diouf a eu un choc. oui, émotionnel. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Toi, Amadou Lamine Sall, tu es le fils de Dembel Sall, mon chauffeur. Je dis oui. Et tu ne me l'as jamais dit depuis près de 20 ans que je suis au pouvoir, alors que nous nous voyons souvent. Je lui dis, mais Dembel Sall, c'est Dembel Sall. Amadou Lamine Sall, c'est Amadou Lamine Sall. Ouais. Un peu lui, c'est lui, moi, c'est moi. Ma mère a tout fait pour que vous sachiez qui était mon papa. Mais je n'ai pas voulu. Il m'a dit, vous avez tort. Et je vous en veux. Parce que cet homme a beaucoup fait pour moi. Très bien. Pour dire donc... C'est un bel hommage aussi. Mais les liens Ouais. très émouvants, Mm. mais qui me lient au président Abdou Diouf. Tout à fait. Senghor. Léopold Sédar Senghor. Il est magique, cet homme. Il est magique. Et je crois que tous ceux qui, mais de par le passé, ont eu à lui reprocher quelque chose, ont compris par la suite, avec le temps, et en le lisant surtout, que c'était un homme hors dimension, que c'était un homme unique, et que non seulement il était le père du Sénégal moderne, mais qu'il avait également été, et qu'il restera, non pas un homme. Senghor est un siècle, N'est-ce pas? et il restera un siècle. Senghor restera dans l'histoire. Et écoutez, comment je l'ai connu? Mais par la poésie. Oui. On y revient si vous voulez. La poésie mène partout. Tout à fait. Voilà comment j'ai rencontré le président Senghor, par la poésie. Tout à fait. Ceci aussi permet de voir un peu quelques-unes de vos œuvres. Les Veines sauvages, Amante d'aurore, c'est également une autre œuvre qui a fait du succès. Le rêve du bambou. Mais chants et poèmes aussi pour Cheikh Ahmadou Bamba. On ne vous connaissait pas peut-être voilà, ce talent, mais vous l'avez restitué et ensuite donné une autre dimension justement du Cheikh. Mais aussi El Hadj Malick Sy, c'est comme si vous rétablissiez justement un équilibre entre ces deux têtes qui ont eu effectivement à asseoir la notoriété justement de l'islam dans notre propre pays. Comment vous arriviez à naviguer entre les chefs religieux, les dirigeants contemporains, mais en même temps aussi peut-être la société sénégalaise également que vous observiez, que vous découvriez au fur et à mesure justement que vous avanciez dans vos travaux? La poésie m'a tout donné. N'est-ce pas? Cette femme m'a tout donné. C'est une femme. Elle m'a donné des enfants et de merveilleux enfants. J'ai toujours rêvé d'écrire sur le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai toujours rêvé d'écrire sur Serigne Touba, sur Hadj Malick Sy, sur Baye Niass et sur d'autres. Et Dieu a fait que vous l'avez fait. J'ai écrit Tout à fait. sur le prophète Mohammed. Et ensuite, j'avais du mal à écrire sur Serigne Touba et Hadj Malick Sy. Et puis un jour, en me réveillant, j'ai écrit sur Serigne Touba. Et 3 jours après, je crois, j'ai écrit sur Hadj Malick Sy. Et j'ai écrit également sur l'imam Moulay. Parce que Mamran, mais qui a été à l'église religieux de l'Aïen, était mon ami, avec Maître Boukounta Diallo. Oui. Chaque samedi, je rencontrais Mamran chez Maître Boukounta Diallo à la Somone, à Ngaparo. Je remercie Dieu d'avoir écrit sur le prophète. Je remercie Dieu d'avoir écrit sur Serigne Touba, d'avoir écrit sur Hadj Malick Sy. Et je suis en train de travailler sur Baye Niass, parce que je suis un enfant de Kaolack. Et il faut que j'écrive sur Baye Niass. Mais quand j'étais enfant, quand j'étais à l'école primaire, chaque vendredi, ma maman, elle m'amenait chez Baye Niass. Et Baye Niass
on me mettait sur ses genoux. Oui. Je n'oublierai jamais cela. Je n'oublierai jamais cela. Cette grâce que j'avais, ne m'a sans doute jamais quitté. Enfin. Donc, la poésie m'a tout donné. Parce qu'elle m'a permis d'embrasser des mondes que je n'aurais pas embrassés. Mais si j'étais un simple vivant. Merci. Oui. Et chaque matin, quand je me réveille, je me dis qu'ils ont sans doute raison. Ceux qui disent que Dieu a donné une part de sa lumière aux poètes. Ben, pour éclairer l'humanité aussi. Je rappelle que nous recevons justement Amadou Lamine Sall, écrivain, poète, mais aussi une fonction bien actuelle, c'est commissaire général à la réalisation du projet du mémorial de Gouaye. Monsieur Lamine Sall, si on sort un peu de ce cadre de souvenirs, de mémoire, que vous avez restitué vraiment avec une belle luminosité, qu'est-ce qu'être poète en 2025? Être poète en 2025, c'est être choqué, bouleversé par la barbarie du monde. Notre terre n'est pas belle, notre monde n'est pas beau, l'avenir n'a pas de lumière. Et quand on est poète, quand on est simplement, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être poète, quand on est simplement au vivant, on se rend compte que notre monde va mal et qu'il faut le secourir. Mais comment le secourir? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut jamais se taire. Défense de se taire. Il faut se battre. Comment se battre? Il faut écrire. Il faut parler. Il faut se lever. Il faut s'indigner. Nous ne pouvons pas assister aujourd'hui à ce qui se passe dans le monde. Je pense à Gaza. Oui. Je pense à Israël. Il faut sauver Israël. Oui. Nous devons sauver Israël. Et pour sauver Israël, Il faut sauver Gaza. Nous devons dire à Israël La vérité. De quitter Gaza et de permettre qu'il y ait un autre État à côté d'Israël pour que la paix revienne. Il ne s'agit pas de condamner Israël, il s'agit de sauver Israël. Parce que ce n'est pas Gaza qui va disparaître, c'est Israël qui va disparaître. Et Israël doit vivre, Gaza doit vivre. Alors, si on se limite un peu à ce propos que vous venez de dire, comment maintenant, dans ce monde où il n'y a que vacarme et bruit, faire entendre la voix du poète, l'écrit du poète, le plaidoyer du poète, l'anthologie même du poète, de l'écrivain, comment tout ça, ça peut se faire entendre dans un monde qui est complètement caractérisé justement par le bruit? Vous savez, j'aime beaucoup votre question à cause du terme bruit, le bruit. Je reviens de Chine. Et la première chose qui m'a frappé en Chine, c'est le silence. C'est ce que j'appelle en poésie l'invisibilité. 1,4 milliard d'hommes. Des gares et des aéroports où circulent 500 000, 1 million de femmes et d'hommes. Par jour. Pas de bruit. Pas de cris. La discipline, le silence. Je crois que le bruit c'est l'indiscipline. Et quand j'ai pensé à mon pays, le Sénégal, quand j'étais en Chine et qu'à des milliers et des milliers de kilomètres, j'ai pensé à mon pays, à le Sénégal. 18 millions d'habitants à peine. Oui, et plein de cacophonie. La seule ville de Shanghai fait 25 millions d'habitants. Oui, c'est dire. Il n'y a pas une feuille de papier dans les rues.
par un sachet de plastique dans les rues. Et pas de bruit. Mamadou, le développement est une calebasse de sueur. Le développement, ce n'est pas du tam-tam. La Chine travaille. Elle travaille le jour, elle travaille la nuit. La Chine a vidé ses prisons. Et tous les prisonniers travaillent à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique, dans la dignité, et ils gagnent leur vie. Ils rentrent ensuite chez eux. Nous devons repenser le Sénégal. Nous devons vider nos prisons. Envoyer nos prisonniers être de véritables citoyens qui servent leur pays en travaillant, mais dans des chantiers. Nous devons les sortir de là. Nous devons les sortir de Rebeuss et de toutes les prisons du Sénégal pour leur donner des champs ou leur demander de travailler, mais dans les rues, dans la propreté. Nous devons leur rendre leur dignité dans la rue. C'est vrai. Nous devons y réfléchir. Le bruit, c'est le sous-développement. Le bruit, c'est le sous-développement. Le silence, donc, prépare un peu les générations peut-être à mieux appréhender voilà, les défis du futur. C'est un peu ce que vous voulez invoquer. C'est la responsabilité. Très bien. Le silence, c'est le travail. Et je souhaite que ce pays qui est désespérant, mais qui n'est pas désespéré, je souhaite que ce pays soit refondé. Nous devons refonder ce pays parce que nous nous sommes tous aperçus que ce pays ne va pas bien. Mais nous le savons. Mamadou, les hommes politiques ne sont pas faits pour amener leur peuple au paradis. Les hommes politiques sont faits pour éviter à leur peuple l'enfer. L'enfer. C'est une belle formule. C'est une belle formule, mais maintenant, comment réconcilier les hommes politiques avec l'univers culturel, l'univers de la culture? Parce que ce que vous dégagez ici comme profil, c'est à la limite un peu de sagesse. Si chaque homme politique peut-être retrouver un peu de la culture, renouer avec la culture et trouver une bonne raison d'attachement à la culture, très certainement cette onction aurait permis au pays sans doute de retrouver un peu le silence, de dégager le bruit, puisqu'il est envahissant et il ne sert pas à grand-chose, dites-vous, et en même temps aussi peut-être bon de faire changer au Sénégal un visage, ou bien son propre visage, et de l'amener maintenant vers des réalités beaucoup plus fécondes qui permettraient sans doute au Sénégal de jouer les premiers rôles. Mamadou, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, Diomaye Faye, ils ont tous dans le rétroviseur, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, Senghor. Comme la figure indépassable de notre C'est la siècle. figure emblématique. Oui. C'est le rétroviseur géant. Qu'aucun chef d'État, Et vous l'avez dit, vous dites que Senghor est un siècle. qu'aucun chef d'État Oui. en ne quitte jamais. Et d'ailleurs, j'ai un ami mais qui disait que en rétroviseur, yàlla waru ko woon def ci oto, daf ko waroon def ci nit. Nit moo waroon am rétroviseur. Ok. Kooku wax ju rëy la. Ça prouve simplement que je suis rassuré, même si évidemment il y a des manquements, il y a des problématiques qui se posent. Mais avec ce que Senghor nous a laissé comme héritage, aucun chef d'État ne peut laisser la culture, mais de côté. Ce que j'ai remarqué, et ce que Dieu a voulu, ou l'histoire, ce que Diomaye Faye a fait durant sa première nuit au palais présidentiel, Pouvez-vous nous le rappeler? c'est de racheter la bibliothèque de Senghor, mais qui était vendue en France. C'est son premier acte comme chef d'État.
ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Pour dire que la culture, elle compte. Elle compte. Et qu'aucun homme politique ne peut laisser dans ce pays qui s'appelle le Sénégal la culture. Et puis, Mamadou, je suis allé en Chine. Si la Chine est devenue ce qu'elle est, je dis que la Chine est au XXVe siècle. N'est-ce pas? Nous sommes au Moyen-Âge. Par rapport à la Chine. L'Europe est au Moyen-Âge par rapport à la Chine. L'Amérique est au Moyen-Âge par rapport à la Chine. Ce qui m'a fasciné en Chine et ce qui fait la grandeur de la Chine, Mamadou, c'est sa culture. Le respect sacré de sa culture. Oui. Le respect sacré à son patrimoine culturel. La Chine, c'est d'abord une culture. Avant d'être une économie, c'est d'abord une culture. C'est-à-dire une souveraineté totale, un respect de soi-même. Tout part de soi-même et tout revient à soi-même. Vous savez, mais cela coûte moins cher, mais d'être soi-même. N'est-ce pas? Donc, ce pays doit retourner à ses valeurs, qui sont des valeurs fondamentales. Si le Sénégal redevient le Sénégal, nous n'aurons plus peur. Alors, lorsque le président Diomaye Faye a rétabli les équilibres en laissant intacts donc les biens du président Senghor comme héritage, il se dit ici et là que Amadou Lamine Sall y a joué un rôle, ne serait-ce que par son indignation d'avoir appris que les œuvres du président Senghor sont à vendre sur le marché. Je crois que ceci démontre le rôle et probablement même le pouvoir implicite, n'est-ce pas, de l'écrivain que vous êtes, mais aussi du poète que vous êtes, pour pouvoir influer justement sur les grands dirigeants, de façon à ce que peut-être aussi ils orientent le regard vers des choses essentielles, donc la culture, pour revenir un peu à l'exemple que vous citez par rapport à la Chine. Oui, peut-être que vous en dites un peu trop. Je ne crois pas que j'ai beaucoup pesé, j'ai simplement alerté. J'ai alerté sur ce drame qui n'aurait jamais dû se produire. Sûrement. Et le président de la République, Diomaye Faye, y a répondu. Et cela m'a beaucoup touché et cela a touché tous les Sénégalais. Est-ce que ce n'était pas là une brèche maintenant ouverte pour que vous plaidiez davantage encore pour la culture, pour qu'au moins cette nouvelle génération de leaders à la tête de notre pays comprennent qu'en vérité, l'immersion dans la culture permet sans doute au Sénégal de retrouver un peu justement ces lueurs d'antan? Je n'ai jamais cessé et je ne cesserai jamais de me battre pour que ce pays garde la culture comme un élément sacré. Oui. Je me bats tous les jours. Vous savez, les hommes de culture, les poètes, les écrivains, les dramaturges, les créateurs, ils joueront toujours le rôle qu'ils doivent jouer. Aucun chef d'État, aucun homme politique ne peut créer des poètes, ne peut créer des écrivains, ne peut créer des cinéastes. Aucun homme politique, aucun chef d'État, quelle que soit votre caisse noire, vous ne pouvez pas créer des poètes, vous ne pouvez pas créer des écrivains. Vous pouvez accompagner des processus qui font que vos compatriotes aient accès aux biens culturels. Que la jeunesse, il faut retourner à l'école, Mamadou. Il faut que nous retournions à l'école. Il faut commencer par l'école. Il faut que dans nos écoles, mais dans nos lycées, dans nos universités, que nous leur montrions ce qu'est le Sénégal, l'héritage du Sénégal, et que nos enfants visitent les musées, aillent au cinéma, visitent des expositions d'art, écoutent des plasticiens, écoutent des cinéastes, vont au théâtre. Mais il faut que le président de la République, mais lui-même d'ailleurs, soit le premier à aller au théâtre, n'est-ce pas? Soit le premier à aller au cinéma. Mais, il faut toujours distinguer la culture de la politique. Très bien. On dit souvent que ce sont deux lignes parallèles, Qui ne se rejoignent pas. mais qui ne se rencontrent jamais.
mais ce n'est pas la vérité. Il y a des carrefours. Il y a de grands carrefours. Visibles ou invisibles, mais il y a des carrefours. Il y a de grands carrefours où ils se rencontrent. Alors, si on prend le cas de Dakar, vous avez visité plein de villes dans le monde, mais si vous regardez Dakar, dans sa configuration actuelle, on a l'impression que Dakar est en train de se dévisager, mais en même temps de se défigurer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une touche qui atteste que Dakar a une personnalité, une identité, en raison sans doute de beaucoup d'indiscipline, du trop-plein de monde dans Dakar, de l'absence de coordination et peut-être d'urbanité dans la ville et chez les Dakarois, mais en même temps aussi peut-être des lieux de culture, des lieux de rendez-vous s'affaiblissent davantage. Tiens, on a remarqué que récemment, il y a eu des salles de cinéma qui ont été transformées en des centres commerciaux. Ça pouvait aussi choquer l'homme de lettres que vous êtes. Il y a eu également des lieux de recréation qui ont été galvaudés, laissés à des publics qui ne connaissent pas peut-être l'historicité de ces lieux de culture. Si bien donc Dakar est aujourd'hui en train de se transfigurer, de se transformer. Ça suffit pour que l'écrivain que vous êtes, pour l'internationaliste que vous êtes, de plaider pour justement la cause de Dakar, de retrouver un peu de lustre, des musées, des lieux de culture, mais en même temps des lieux d'épanouissement des Dakarois et de ceux qui viennent momentanément, temporairement vivre à Dakar. Vous avez tout résumé. Je ne pense pas que je pourrais dire mieux que vous. Mais j'ai un cri. J'ai un cri d'alerte. J'ai un cri d'alarme. D'abord, je souhaite qu'à le Sénégal, dans les 50 années à venir, mais que nous ayons toujours un ministère d'État chargé de la culture, pour montrer que ce pays, c'est d'abord la culture, c'est d'abord nos valeurs culturelles, mais qui le guide et qui le fonde. Le dernier ministre de l'Agriculture, le dernier ministre de la Culture, ministre d'État, c'était Alioune Sène? C'était... Ou bien Macky Gassama? Non, c'était... comment il s'appelle? À Sec. Oui, on va y revenir. À le Casamance, le vieux... Hassan Sek? Le vieux Hassan Sek. Le vieux Hassan Sek. Le vieux Hassan Sek. Okay. Il faut que nous ayons un ministre d'État permanent, chargé de la culture. Autrement dit, qu'il y a des pouvoirs presque régaliens. Il faut donner à ce ministère de la Culture mais cette poids et cette visibilité. Et il faut que tous les ministres de la Culture mais du Sénégal sachent qu'ils sont les premiers ministres mais du Sénégal. La culture est fondamentale. Et je pense que c'est important. Et nous devons refonder nos infrastructures culturelles. Nous devons les refonder. À le Grand Théâtre. Mais je l'appelle le Grand Rien. N'est-ce pas? Je l'appelle le Grand Rien. Un grand théâtre où il n'y a jamais de théâtre. Il faut changer cette appellation. Le théâtre Sorano n'est plus le théâtre Sorano. Oui. Il faut qu'il revive. Il faut que dans nos régions, que les centres culturels régionaux, que chaque centre culturel régional ait un théâtre de verdure pour que les jeunes à des lycées et des collèges y viennent pour regarder des pièces de théâtre. Lire. Il faut des bibliothèques dans tous les centres culturels régionaux. Il faut que dans tous les lycées et collèges du Sénégal, qu'on crée des prix pour récompenser le meilleur élève qui aura le mieux fréquenté toutes les bibliothèques. Il faut tout refonder. Je suis allé même jusqu'à faire rire beaucoup de gens. Parce que j'avais, comme poète évidemment, comme rêveur, n'est-ce pas? J'avais dit qu'à la limite, si on ne pouvait pas avoir un ministère chargé de la culture avec une pleine souveraineté, oui, que le Sénégal est pour la première fois dans l'histoire du monde, un ministère de la culture est
et des Finances. Et des Finances. Un ministre chargé de la culture, de l'économie et des finances. Ah oui, donc associer les trois têtes en un seul département. Oui. Je vois un peu votre... Un ministère de la culture, Oui. de l'économie et des finances. Très rapidement, qu'est-ce qui préside au choix justement de l'appellation de ce ministère-là? Mais parce que simplement, mais sans rire, parce que c'est une appellation qui fait rire un peu. Oui. Mais beaucoup de gens disent que la culture manque de moyens. La culture a très peu de moyens, très peu dotée, budgétairement. Mais c'est la vérité. Oui. Et alors je me suis dit, mais ce n'est pas l'argent qui fait la culture. Non, on se trompe. Sûrement. Mais ce n'est pas un budget, mais qui fait un ministère de la Culture. Mais c'est autre chose. C'est une vision. Mais c'est autre chose. Une stratégie. C'est autre chose. L'élaboration de programmes. Mais étant donné que le commun des communs, des Sénégalais, vous voulez dire? et même des artistes, mais qui réclament tout le temps de l'argent, tout le temps de l'argent, tout le temps de l'argent. Mais c'est la vérité. Oui. C'est exactement comme les syndicats au Sénégal. N'est-ce pas? On réclame toujours des hausses de salaire, des hausses de salaire, des hausses de salaire. Oui. Mais c'est comme toujours le patronat. Moi, je ne vois jamais le patronat au Sénégal. Mais je ne sais pas où il est. Mais l'État doit tout faire. On laisse tout à l'État. Mais l'État doit tout faire. Non. Je suis allé même jusqu'à proposer que le Grand Théâtre, le Théâtre Sorano, le stade de football, Léopold Sédar Senghor. D'ailleurs, il faut enlever le nom de Senghor, mais de ce stade. Il faut lui donner un autre nom. Senghor ne serait pas content. Ah oui. Qu'un stade de football porte son nom. On aurait reçu de lui, de sa part, un nom d'outre-tombe. On n'a qu'à donner un autre nom à ce stade. Donc j'avais dit que le Grand Théâtre, le Théâtre Sorano, les autres institutions culturelles, mais les stades, à Léopold Sédar Senghor, le stade Demba Diop, mais soient cédés à des privés. Pour leur gestion. Soient cédés à des privés, et que ces privés aient des contrats avec l'État et qui verseraient chaque année des royalties. Mais de royalties, mais à l'État. Et ces privés-là feraient que le Grand Théâtre serait véritablement au lieu de théâtre. Le Théâtre Sorano revivrait, les stades également, au lieu que l'État, qui est dans une rationalisation budgétaire d'ailleurs énorme, puisse respirer, parce que l'État ne peut pas tout faire. Nous devons également y penser. Mais il y a une refondation à faire totale. Sûrement. Mais ce plaidoyer que vous faites sur la culture, sur peut-être aussi le nouveau regard qu'on doit promener sur la culture, ça fait appel implicitement à une autre tribune beaucoup plus grande pour rendre audible justement vos propos. Je pense à un espace plus grand, l'espace de la francophonie par exemple, où sans doute vous avez des gens qui réfléchissent de la même façon que vous et qui pensent qu'aujourd'hui la culture doit être réhabilitée très probablement. Mais si on entre de plein pied justement dans la francophonie, ça revient quoi selon vous? Quelle est la réalité que recouvre justement aujourd'hui le concept de francophonie? Je n'ai pas répondu à votre question sur Dakar. Oui. Je n'ai pas répondu, mais c'est très important. J'ai entendu que le Premier ministre a sorti un plan de réaménagement pour Dakar. Oui, en direction de 2050, dans le cadre de Je ne sais pas s'il n'est pas trop tard pour sauver Dakar. Quel dommage. Quel dommage. Si on était resté à ce que Senghor avait fait, par exemple, mais vous savez très bien qu'à Fan Résidence, il était interdit d'avoir des maisons plus hautes à 2 étages, même à 1 étage. Parce que Senghor voulait que les alizés, mais qui venaient de la mer, balayent et adoucissent la capitale. La capitale. Tout à fait. Dakar est devenu un enfer. Il était écologiste avant la lettre, quoi. Dakar est devenu un enfer. Dakar est si moche. Et c'est dommage. C'est une ville, mais qui ne ressemble à rien. Et c'est pourquoi... Pas de personnalité, pas d'identité, il faut la repenser. Pas de configuration. Mais c'est une ville où il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de parc boisé. Il n'y a rien. Rien que du béton. Et rien que des voitures. Non.
nous devons repenser cette ville. Nous devons tout refonder. Nous devons y réfléchir. Il faut que nous sortions de Dakar. Il faut que nous nous exilions de Dakar. Il faudra y penser. Et il faudra y penser, et il faudra y penser avec beaucoup d'autorité, beaucoup de célérité, beaucoup d'audace et beaucoup de courage. Et je termine en disant que nous ne pouvons pas reconstruire Dakar, refonder Dakar, repenser Dakar sans l'ordre des architectes. Nous devons associer ceux-là même qui sont capables de repenser notre ville. À leur manière, c'est les poètes, les architectes. Mais ce sont des poètes, évidemment. Oui. Comme vous êtes toujours un pâtisseur de pont, si on fait maintenant Dakar en jonction avec la francophonie, je rappelle que Dakar aussi avait reçu en 1989 le sommet de l'OIF, de la francophonie. Donc un peu peut-être bon pour dire tout ce que vous avez tenu ici comme propos, ça ouvre large un horizon qui permet d'intégrer peut-être un espace beaucoup plus grand, certainement celui de la francophonie. Et ce qui m'amène maintenant à vous reposer la question de savoir ce concept-là, il recouvre quelle réalité aujourd'hui? Merci Mamadou. Merci de me poser cette question sur la francophonie. Vous ne l'avez pas posée par innocence. Parce que la francophonie, elle me tient à cœur. N'est-ce pas? Mamadou, et c'est important ce que je vais dire. La francophonie a été créée par les Africains. Ouais. Elle n'a pas été créée par la France. Tout à fait. La francophonie a été créée par les Africains. C'est Senghor du Sénégal, oui. Amari Dioni du Niger et Bourguiba de Tunisie qui ont créé la francophonie. Oui. C'est-à-dire cet espace de partage de la langue française. Mais pas seulement de la langue française. La francophonie, ce n'est pas la langue française. Ce n'est pas seulement la langue française. Ce sont les langues partenaires africaines et asiatiques. Les langues partenaires africaines ont enrichi le dictionnaire français plus que la langue française elle-même. Ce que l'Afrique a apporté comme refondation dans la langue française, la France ne l'a pas apporté. Il faut que l'on sache que la francophonie, ce n'est pas la France. La France est minoritaire dans l'espace francophone. C'est 70% d'Africains qui forment la francophonie. Et s'il n'y avait pas aujourd'hui l'Afrique, la langue française serait longtemps dans un cimetière. Mais c'est l'Afrique qui fait vivre la langue française. Et cette langue, Mamadou, cette langue, moi personnellement, je ne la considère plus depuis très longtemps comme une langue étrangère. C'est presque comme une langue maternelle. Parce qu'on m'a mis à l'école quand j'avais 6 ans, 7 ans, oui. Pour apprendre le français. J'ai fondé une famille avec cette langue. Et cette famille m'a donné des enfants. Et j'ai des enfants avec cette langue. Donc, il faut que nous sachions raison garder. Mais, moi, en tant que poète, permettez-moi de vous dire que ma langue maternelle, mais le pulaar, c'est ma langue maternelle, le pulaar, à travers ma maman, qui m'a donné cette puissance de métamorphose, de maîtrise de la langue française. Si j'ai maîtrisé la langue française, je me demande si je l'ai maîtrisée. Mais si je l'ai maîtrisée, vous le devez. Si quelques Sénégalais pensent que je maîtrise la langue française, et beaucoup le pensent d'ailleurs, je l'ai maîtrisée grâce à ma langue maternelle. Et c'est donc, les langues africaines sont importantes. Et la francophonie doit être totalement refondée. Elle doit être totalement refondée. Et moi, je n'ai pas choisi, personnellement, d'être candidat au poste de secrétaire général de la francophonie. Mais ce sont des Sénégalais généreux, des amis de l'étranger généreux, qui sont venus me faire cette proposition. On va y revenir tout à l'heure, parce qu'on va même les citer nommément, certains de ces amis-là. Mais au moins, quand même, dans cette galaxie francophone, il y a 3 pays africains, de l'Afrique de l'Ouest notamment, qui se sont réveillés un jour, se sont concertés pour dire, bon, on sort d'un espace dans lequel nous étions, parce que nous ne nous retrouvions pas. C'est le Niger, qui est donc membre fondateur de la francophonie. Le Mali. C'est le Mali et c'est le Burkina Faso. Donc, voilà 3 pays qui ont en commun l'usage de la langue française. Mais est-ce que
du point de vue de la diplomatie, la francophonie quand même a été alertée très tôt pour comprendre qu'en vérité, c'est 3 pays qui se détachent d'une réalité autre pour pouvoir maintenant voilà, s'organiser à leur façon. Est-ce que la francophonie avait des moyens d'abord diplomatiques, des moyens d'influence sur ces 3 pays pour les amener à renoncer effectivement à ce projet funeste? Mais c'est parce que la francophonie politique a échoué. Je viens avec mon pays, le Sénégal, pour refonder la francophonie. Nous allons ramener la famille, toute la famille africaine au sein de la francophonie. Mamadou, le Niger est père fondateur de la francophonie, Oui. avec Amani Diori. Le Mali, le Burkina Faso ont quitté la francophonie. On a divorcé avec la femme, mais on la garde dans son lit. Donc, Une belle image, c'est donc, une belle formule. donc nous pouvons, étant donné que la femme a été divorcée, mais qu'elle est encore à la maison, et qu'elle est dans le lit, je crois qu'il y a très peu de choses à faire pour que tout redevienne normal. Notre mission, mon pays, le Sénégal, et ce grand petit pays, me fera tout pour que la famille francophone me se retrouve. Très bien. Alors, vous nous amenez maintenant donc à une autre question très essentielle et sans doute peut-être bon, qui va un peu gouverner votre quotidien dans les mois et les semaines, dans les semaines et les mois à venir. Votre candidature au poste de secrétaire général de la francophonie, vous confirmez ce projet, cette intention que vous avez de briguer le poste? Tout le monde me pose cette question. Oui. Amadou Lamine, est-ce que vous confirmez? Mais je n'ai pas le choix. J'ai été choisi, j'ai été proposé par des amis et par toute la communauté nationale et internationale. Alioune Tine, qui est mon ami d'enfance, a forcé la porte et a lancé ma candidature. Donc, je l'accepte. Je l'assume. Et si Dieu est mon destin, si mon pays accepte de valider ma candidature, j'irai au combat. J'irai au combat pour honorer le Sénégal. J'irai au combat pour honorer l'Afrique. J'irai au Sénégal pour honorer Senghor. J'irai au combat pour honorer Abdou Diouf, qui a eu à occuper ce poste. Et qui m'a dit, Amadou, tu peux le faire. Je rappelle donc que c'est en 2026 que le poste de secrétaire général de la francophonie sera mis en jeu pour remplacer sans doute la rwandaise Louise Mushibaro. Elle a un nom très difficile à dire. Elle a un nom, je lui ai dit ça une fois d'ailleurs au cours d'une rencontre. Mais en vérité, il y a des défis. Vous les avez identifiés. Mais ce qui fait un peu le charme de votre candidature, c'est d'abord les personnes qui vous soutiennent. J'allais même dire les personnalités qui ont décidé de vous soutenir. Alioune Tine, vous l'avez nommé, El Hadji Ibrahima Sall, qui a fait un excellent plaidoyer justement en votre faveur dans une tribune. Mais il y en a d'autres probablement qui, pour l'instant, compte tenu sans doute de la stratégie que vous avez développée, ne veulent pas peut-être laisser apparaître leur nom. Mais quand même, il y a tout un travail de SAP qui s'organise, qui s'orchestre pour arriver donc à peaufiner un peu votre candidature. Est-ce que vous avez maintenant des outils stratégiques pour piloter maintenant tout cela, ou bien vous laissez simplement le vent guider un peu peut-être votre inspiration pour peut-être arriver en 2026 au sommet de l'OIF? Vous dites le vent. Mamadou, est-ce qu'on peut dessiner le vent? Est-ce qu'on peut le dessiner? Si je vous demandais de me dessiner le vent. À défaut de pouvoir le dessiner, mais j'aime bien qu'il fouette mon nez, moi. Pour dire simplement que, au-delà du vent, je suis un enfant de la République. Et cette candidature, elle n'aura pas de sens si elle n'est pas portée par mon pays. Oui.
si elle n'est pas portée par M. le Président de la République, Diomaye Faye, et par son gouvernement, je souhaite de tout cœur qu'un enfant du Sine Saloum, qu'un fils du Sénégal, qui aime son pays, mais qui chérit son pays, soit reconnu comme capable de diriger l'Organisation internationale de la francophonie. J'attends le feu vert de mon pays. Et qu'il soit vert ou qu'il soit rouge, je resterai Amadou Lamine Sall, c'est-à-dire le fils du Sénégal. Et je souhaite que mon pays, autour d'une diplomatie solidaire, m'accompagne pour refonder la francophonie, pour refonder cette famille, pour la refonder totalement et en faire une francophonie des peuples et non pas une francophonie des élites. Faire de sorte que les jeunes, les femmes, la société civile, que tous ensemble, nous gouvernions l'Organisation internationale de la francophonie. Je pense que nous avons là quelque chose de très beau à aller conquérir. Et je souhaite que très vite, mon pays puisse se prononcer pour qu'au prochain sommet de novembre, à Kigali, en 2025, où seront réunis les ministres de la francophonie et de la culture, que la candidature du Sénégal soit posée sur la table. Je le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, les arguments qui sont alignés plaident en votre faveur. Quand on dit que vous êtes un homme qui rayonne et que vous avez contribué également à donner à la francophonie un autre visage, mais toujours dans cette posture de modestie qui vous habite. D'autres également ont pensé peut-être que vous pouvez permettre au Sénégal quand même de retrouver maintenant un peu de lustre par le canal justement de cette fonction éminente. Maintenant, le tout est d'organiser cela et de l'orchestrer à la base. Dans votre posture de modestie également, vous dites peut-être qu'il faut que votre candidature soit portée par votre pays. Alioune Tine dit la même chose. Et comme Alioune est une voix d'amplification, très probablement, elle va utiliser les couloirs du pouvoir pour arriver effectivement à plaider votre cause auprès des autorités du Sénégal. Nous attendons tranquillement, sereinement, la décision qui sera prise par M. le Président de la République et son gouvernement. Ils sont mes premiers parrains. Donc nous attendons. Et quand le feu sera vert, nous déclencherons ce grand processus, mais qui déjà a commencé, avec le Canada, avec le Québec, avec le Maroc, avec d'autres pays et d'autres personnalités au niveau international qui sont prêts à soutenir ma candidature. Alors, on m'a soufflé des prestigieux noms également qui ne seraient pas insensibles à votre candidature. On pense à Jacques Lang, malgré son âge, et puis aussi à Dominique de Villepin, qui sont vos amis. L'un et l'autre, peut-être, quand ils appartiennent à des familles politiques en France, peuvent peut-être se retrouver autour d'Amadou Lamine Sall pour une famille commune enjambant l'Europe et l'Afrique. Nous verrons bien. Le président Senghor m'a laissé un carnet d'adresses énorme. J'ai des amis dans le monde entier et j'ai des amis également ici, mais dans ce pays, mais dans ce merveilleux pays qu'est le Sénégal. Mais laissons tout entre les mains d'Allah, entre les mains de Dieu. Je laisse tout entre les mains de Dieu, je laisse tout entre les mains du prophète, je laisse tout entre les mains de ma mère, les prières de ma mère. Je laisse tout entre les mains des Sénégalais généreux qui ont pensé que je pouvais relever ce défi. Je laisse tout à ceux que Dieu a choisis pour guider le Sénégal. Vous savez, j'ai un respect sacré pour la République et ceux que le peuple sénégalais a choisis, nous devons les accompagner, prier pour eux. Si nous ne pouvons pas le faire, nous nous taisons. Mais c'est le peuple sénégalais
et qui a choisi. Je ne fais pas de la politique. Je n'en ai jamais fait. On a tout fait pour que je fasse la politique. J'ai toujours refusé de faire la politique. Mais je sais également que la politique, elle est importante. Que si vous ne vous en occupez pas, elle s'occupe de vous. Elle s'occupe de vous. Tout à fait. Voilà, les mots sont très choisis, très scintillants. Et c'est par ces mots, et par ces prières aussi, et par ces souhaits que s'achève JDD du 7 septembre 2025. Nous remercions donc Amadou Lamine Sall, fils de la République, d'être passé nous dire son sentiment sur la marche du pays, du monde. C'est aussi l'occasion de remercier donc toute l'équipe de réalisation autour d'Abdoulaye Ndiaye.